S'il est un écrivain perpétuant la figure du créateur, soucieux de sagesse et capable de penser, c'est bien Hermann Hesse. Né à Kahl, dans le Bade-Württemberg, en 1877, dans une famille cosmopolite et pieuse, Hermann Hesse nous a laissé une œuvre symptomatique de la problématique de la culture européenne du XXe siècle, des tensions et des défis auxquels est confronté l'homme contemporain à la croisée de la tradition et de la modernité. À la fois enraciné dans sa culture souabe et ouvert sur l'ailleurs, Hermann Hesse compte parmi les auteurs germanophones les plus lus au monde, avec Thomas Mann et Stefan Zweig. Il a grandi entre sa ville natale, Bâle, Maulbronn et Tübingen. Dès 1912, Hesse avait quitté l'Allemagne militante de l'empereur Guillaume II et n'avait de cesse depuis Berne de critiquer et de lutter, en boitant là le pas à Nietzsche, contre la politique impériale allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, il fonda à Berne l'organisation d'assistance aux prisonniers de guerre et accueillit de nombreux émigrants entre 1933 et 1945. Ce n'est cependant que 2 ans après sa mort que ses œuvres furent diffusées dans le monde entier. Et cette diffusion débuta aux USA pendant la guerre du Vietnam, où Hesse devint un emblème du combat mené par la jeunesse américaine contre cette guerre. Précisons toutefois que ce fut en Angleterre, à la suite de la publication du roman de Colin Wilson, The Outsider, l'attention des jeunes anglo-saxons se porta sur l'œuvre de Hesse. L'écrivain britannique acquit en effet une certaine renommée en 1956 avec ce livre, L'homme en dehors, un livre qui popularisa la philosophie existentielle en Grande-Bretagne dans les divers aspects d'aliénation développés chez Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Hermann Hesse, Dostoïevski ou Lawrence. Colin Wilson donnait fréquemment des conférences aux États-Unis. Il a fallu du temps pour qu'au-delà d'un succès de mode dans un certain milieu d'initiés, l'œuvre de Hesse soit mieux connue du public francophone. André Gide, avec sa préface au Voyage en Orient, s'y était employé en 1947. Et avant lui, Romain Rolland, dès 1915, avait reconnu chez Hesse des préoccupations parallèles aux siennes. Ce fut le début d'une longue amitié. Maurice Blanchot, ensuite, soulignera la place de cette œuvre, qui fut décriée comme kitsch après la guerre par certains jeunes écrivains tenants du postmodernisme. La question que soulève la recherche de l'unité qui est commune à Hermann Broch et à Hermann Hesse, dit Maurice Blanchot, est celle d'une logique qui introduirait, je cite, sa propre dissolution, l'irrationnel qui triomphe sous le masque de la raison. Face au chaos ambiant, en effet, le type humain décrit dans les somnambules d'Hermann Broch cherche le salut. Et c'est aussi le cas de la plupart des héros de Hesse. Mais plus grande est l'angoisse de l'homme conscient de sa solitude, plus il aspire à un guide, le porteur de rédemption, qui le prendrait par la main et lui ferait saisir par ses actes l'événement incompréhensible de ce temps. Telle est la nostalgie, dit Broch, nostalgie du Führer, dont dès 1928 il avait raison de se méfier. Pour ces écrivains que l'on ne peut considérer comme engagés au sens strict, l'analyse et la dénonciation des périls de leur temps et de la décadence moderniste sont présentes au cœur même de leurs grandes œuvres romanesques. La culture européenne, depuis le XIXe siècle, voit se succéder des enthousiasmes et des mouvements dépressionnaires. Les œuvres significatives de cette période sont d'une double nature, à la fois littéraire et philosophique. Ainsi, Parler Zarathustra en est certainement l'exemple le plus marqué. La mort de Dieu,
que des écrivains et penseurs comme Jean-Paul et Nietzsche ont diagnostiqué y occupent une place particulière, tantôt génératrice de libération, tantôt d'accablement. En même temps, l'œuvre de Dostoïevski demeure exemplaire pour comprendre le nihilisme européen. Les fantasmes du progrès libérateur et l'âge d'un savoir triomphant ont rapidement fait place au désenchantement. La question du sens est pourtant restée cruciale malgré le développement des techniques, de la science, le consumérisme et l'individualisme montant. Face au constat selon lequel, autour de nous, le désert croît, Nietzsche décrit ses contemporains comme, je cite, des apatrides en proie au mal du pays. Cette profonde désillusion a encouragé la création de divers mouvements philosophiques et artistiques tout au long du XXe siècle, mouvements qui visaient à combattre par la poésie ce désenchantement du monde. L'ensemble de la culture européenne, depuis la fin du XIXe, a souvent dénoncé la rhétorique spiritualiste, la croyance en la rationalité de la vie, et soutenu que derrière le sens se dissimulait un non-sens fondamental. L'homme lui-même y est considéré comme une fiction potentielle. Cette culture contestataire, qui regarde en face l'insoutenable réalité et refuse tous les discours de consolation comme des leurs, en affrontant l'innommable, pour le dire comme Beckett, cherche aussi un approfondissement de la conscience. La vie est-elle supérieure à la mort? Comment vivre malgré la souffrance et l'absurde de la condition humaine? L'homme est-il supérieur à la nature qu'il prétend avoir domestiquée? Notre époque postmoderne ne pose plus la question dans les mêmes termes tragiques que Hesse, Camus ou Malraux. Pourtant, notre existence, réduite à un individualisme consumériste et jouisseur, à un univers désacralisé, à un environnement de plus en plus menacé, à des artefacts de plus en plus envahissants, n'est-elle pas confrontée, elle aussi, à une forme de nihilisme et à une insignifiance quasiment indépassable? La compréhension de l'œuvre hessienne et des réactions qu'elle suscita tient indubitablement à son idéalisme et aux articulations qu'elle établit entre l'art et la vie. Si le romancier fait œuvre d'imagination et de transposition, il s'engage aussi dans l'écriture dont il fait un garde-fou psychique. Par exemple, dénonçant l'univers bureaucratique et oppressant, il lui oppose dans une de ses nouvelles la fraîcheur, la vie et la couleur d'un tableau réalisé dans sa cellule par un interné. Je cite: « Je serais mort depuis longtemps d'étouffement ou de sécheresse dans cet enfer du papier, si je n'avais trouvé une consolation et une joie toujours nouvelle à mon travail de peintre, si mon tableau, ce petit paysage heureusement venu, ne m'avait permis de respirer et de vivre, dit-il dans Enfance d'un magicien. Et si la pratique de l'art même est ensuite interdite aux détenus, il reste alors, je cite, ces artifices plus sérieux auxquels j'avais consacré tant d'années dans ma carrière. Sans l'intervention de la magie, ce monde n'était plus supportable. » S'adressant alors à ses gardiens, le narrateur leur demande la permission de vérifier un détail dans son tableau. Pour ce faire, il entre dans le dessin, monte dans le train qui traverse le paysage et disparaît avec le train qui l'emporte. Un instant encore, on vit la fumée s'échapper en flocons hors de l'ouverture arrondie, puis la fumée y s'amincit, se volatilisa en même temps que le paysage tout entier et moi-même avec lui. Laissés pour compte, les gardiens se trouvèrent dans une grande perplexité. Une perpétuelle quête de l'identité est au cœur de l'art du romancier, et elle est d'autant plus urgente que l'individu se voit contraint par la masse. Hess est l'un des rares écrivains allemands à avoir refusé, comme Nietzsche, la ferveur nationaliste, puis à avoir dénoncé
la responsabilité de son pays dans le déclenchement des 2 guerres mondiales. Il explique que la signification commune de tous ces livres, de Peter Camenzind au Loup des steppes et à Joseph Knecht, se trouve dans la défense en forme de cri d'alarme, je cite, de la personne, de l'individu, l'homme seul, unique, avec son héritage et ses possibilités, ses dons et ses envies, est une chose délicate. Et il doit bien trouver un avocat, car il a contre lui toutes les puissances, grandes et petites, l'État, l'école, l'Église et les institutions de toutes sortes qui le collectivisent et l'englobent, les patriotes, les orthodoxes et les catholiques de tout poil, les communistes et les fascistes également. L'auteur est présent d'une manière obsédante dans nombre de ses livres. Les lieux, les paysages ou les atmosphères du terroir souabe qu'il affectionne forment un décor qui n'est pas seulement d'arrière-plan, mais une entité prenant part à la narration ou symbolisant les tensions intérieures du narrateur. Un manuscrit, un traité, une lettre forment un point ombilical dans la plupart des romans de la maturité où il se présente, selon un procédé narratif bien connu, comme l'éditeur ou l'historiographe du récit. Outre ces procédés, l'auteur est aussi présent dans le nom de ses personnages, où figurent souvent les initiales HH. Harry Haller, le personnage central du Loup des steppes, mais aussi Hermine, Hans, Hermann Heiler, Hermann Lauscher, etc. Il l'est aussi dans la matière même de ses romans. Questionnement sur le sens de la vie, rôle de l'art dans une société donnée, dans le développement de l'esprit humain en général, rapport entretenu par un individu d'exception avec le corps social. L'éventualité du suicide est aussi souvent évoquée par les individus en crise dont il fait ses personnages principaux. Et si ce suicide n'est pas toujours la fin physique de la vie, c'est alors un suicide symbolique sous forme de rupture, d'éloignement, d'exil et de solitude. Mais le suicide peut aussi être cette forme de reconnaissance d'une différence, d'un abîme ontologique, de la perception d'un danger tout intérieur. C'est un élément constant de l'adolescent de l'ornière à l'homme mûr et accompli du jeu des perles de verre, en passant par le héros du Loup des steppes. Il y a aussi beaucoup de morts par noyade, des rêveries obsessionnelles sur l'écoulement, où spatialité et temporalité sont les 2 revers d'un même flux. Ponts, berges, lacs, fleuves, rivières abondent dans les romans et les nouvelles de Hesse. Mais la distorsion temporelle par la magie, par l'évocation du concept hindou de Maya, par le vin ou par le hashish, quand ce n'est pas par l'absolu suspens, provoqué par une émotion ressentie à la contemplation d'une œuvre d'art, d'un paysage, par l'écoute d'une composition musicale ou par la méditation, traduisent sous une forme symbolique un attrait pour l'eau, un élément dont Gaston Bachelard a caractérisé la portée dans l'ordre de l'imaginaire de la matière. Je vous renvoie à ce titre à son ouvrage « L'eau et les rêves », paru chez José Corti, et au texte imprimé qui développe par un certain nombre de références ce que je ne puis exprimer oralement aujourd'hui. Il faut aussi noter l'importance d'un appel profond à une unité dans la métamorphose, ou encore l'obsession du retour à un paradis perdu, à un monde amniotique, maternel, protecteur peut-être, qui complète la propension de Hesse, grand marcheur et jardinier, aux descriptions de la nature. Même si Hermann Hesse n'apprécie guère la modernité, il appartient néanmoins à une époque marquée par de nouvelles formes culturelles, l'expressionnisme, le jazz, l'art abstrait. Il a appris de la psychanalyse que
nos comportements reflètent au moins autant nos conflits intérieurs que la nécessité de nous adapter à la réalité objective et que nous projetons sur le monde nos désirs et nos fantasmes. De Freud, il a retenu que le psychisme humain, loin de tendre vers l'harmonie, est le lieu de tensions tragiques, que l'homme est écartelé entre la loi de la société et des pulsions violentes reflétant son animalité, et qu'il ne peut connaître un équilibre que sur la base de compromis toujours fragiles. Cependant, pour Hess, le problème central de toute existence est moins de parvenir à l'état adulte et d'accepter de manière conformiste la réalité que d'affronter, comme le préconise Jung, ces gouffres intérieurs, d'explorer les potentialités de l'inconscient et de donner libre cours dans la création artistique de manière symbolique à l'ensemble de ces interrogations et de ces obsessions afin d'en réaliser la synthèse. Hess n'ignorait pas le romantisme allemand. Il en est peut-être l'ultime héritier. Les auteurs appartenant à ce mouvement insistent sur une forme d'initiation, de mysticisme de la nature, où l'homme, de par les liens avec le monde minéral, végétal, avec le cosmos, se trouve engagé dans un processus d'éveil, de cheminement intérieur vers une prise de conscience d'une vie transfigurée et unifiée à travers la diversité de ses formes, comme l'a bien montré Albert Béguin. Ce mouvement littéraire, qui compta en son sein des Lichtenberg, Moritz, Herder, Troxler, von Schubert, Carus, Jean-Paul, Novalis, Tieck, Hakim Darnim, Brentano, Hoffmann, Kleist, n'a pas d'équivalent en France, sauf dans la poésie d'un Gérard de Nerval. Ces créateurs trouvèrent insuffisante la description de l'être humain que leurs aînés avaient établie, le schéma des forces et des facultés dont le fonctionnement était censé obéir aux lois d'une stricte mécanique de l'esprit. Les philosophes de la nature et les poètes de ce mouvement jouèrent un rôle éminent dans la reconnaissance du rôle fondamental de l'inconscient. Hermann Hesse aurait pu sans aucun doute faire sienne cette observation de Novalis, figure majeure du premier romantisme allemand, celui du cercle d'Iéna, je cite. Vers quoi nous dirigeons-nous? Le chemin mystérieux va vers l'intérieur. C'est en nous, sinon nulle part, qu'est l'éternité, avec ses mondes, le passé et l'avenir. Hess confie dans Enfance d'un magicien qu'il a toujours été porté à une conception magique de l'existence. Je trouve, dit-il, que le vase d'or d'Hoffmann ou que Henri d'Ofterdingen de Novalis ont plus de valeur que tous les traités historiques ou scientifiques. Des récits comme Le Voyage en Orient ou Siddhartha sont symptomatiques de cette recherche d'un sens à la vie. Comme dans tous les autres livres de Hess, la poursuite du bonheur se déroule dans un voyage à la fois intérieur et vers des lieux symboliques qui verront s'accomplir des destinées exemplaires. Mais cet accomplissement ne se fera pas en accédant à ce qui est annoncé au départ comme le but de l'entreprise. Il faudra qu'il y ait rupture, perte, solitude, mort de l'homme ancien. On traversera des déserts et des ténèbres, on fera l'expérience de la nuit obscure de l'âme, pour le dire comme Jean de la Croix. C'est alors et alors seulement que, d'une manière paradoxale et pour tout dire inattendue, le narrateur comprendra, dans une illumination soudaine, la nature de l'entreprise. Synthèse est un mot-clé pour comprendre l'œuvre d'Hermann Hesse, tout comme cette omniprésence des deux lignes de la mélodie de la vie, ou la complémentarité, qui est le fondement de philosophie orientale et notamment du taoïsme, du yin et du yang, du pôle positif et du pôle négatif. Le romancier fait souvent référence à ces deux éléments. Il utilise dans ses différents récits une dialectique reposant, que ce soit d'une manière formelle ou psychologique, sur des dynamismes comme attirance-répulsion, révolte-soumission,
intégration, désintégration, normalité, anormalité, rêve, réalité. Ce désir du retour à un monde originel, à une forme de paradis perdu, à la mère nature, cette fascination pour l'eau, pour la musique, ou encore la présence de grandes figures féminines initiatiques, comme Hermine ou Maria dans Le Loup des Steppes, Eva dans Demian, la Vierge dans Narcisse et Goldmund, montrent qu'Hermann Hesse est un des écrivains qui décrit le plus subtilement, pour l'avoir vécu, l'attrait des forces de régression ou le poids du refoulement. Cet aspect psychologique a pour corollaire une confrontation non seulement avec cet attrait pour des forces régressives, mais aussi une aimantation vers la connaissance. Tout est toujours lié chez Hesse. Le sentiment d'appartenance à la terre mater est pour lui une occasion de distiller à l'attention de ses lecteurs une réflexion sur les rapports entre la vie et la spiritualité, entre les souffrances de chaque destin et le sens qu'il convient de donner à ce destin. Et ceci détermine une caractéristique essentielle de l'art romanesque de Hesse. Dans chacune des phases ou périodes de création de son œuvre, chaque roman pose la question du salut. Le jeune adolescent qui s'enfuit du séminaire de Mollbronn, comme l'avaient fait avant lui Hölderlin et Mörike, veut devenir poète. Au carcan de l'école et de l'éducation piétiste familiale, il oppose déjà un farouche besoin de singularité et de liberté. C'est un extrait de sa correspondance qui nous révèle à quelle tâche il assigne à l'artiste et au pédagogue, deux figures intimement liées dans la composition de ses romans. Je cite : « La différence entre Marx et moi, dit-il, en laissant de côté l'envergure beaucoup plus vaste et beaucoup plus large de Marx, c'est qu'il veut transformer le monde, et moi, seul l'homme en particulier. Il s'adresse aux masses, et moi aux individus. » Quand Hesse fugue en mars 1892, c'est le point d'aboutissement d'une succession de périodes exaltées puis dépressives, cyclotimie caractéristique qui l'accompagnera toute sa vie. Et cette rupture avec le cadre social n'est pas du tout triomphante. Elle s'enracine dans une dualité, c'est une déchirure, cette ambivalence de sentiments, cette oscillation perpétuelle entre besoin de liberté et le désordre que crée cette aspiration, et les repères rassurants d'une vie bien réglée, ce balancement perpétuel entre monde profane et la sainteté qu'il a cherché toute sa vie à résoudre, en fait un homme partagé. L'un de ses personnages les plus emblématiques et révélateur de cette nature duelle, Harry Haller, le héros du Loup des Steppes. Les premiers écrits de Hesse, ses poèmes de jeunesse, ses nouvelles, ses romans d'avant la crise de 1916, témoignent d'une vision idéalisée de la nature et de l'artiste. Il y développe un style limpide et expressif, mais on sent que l'auteur craint d'affronter ses forces schismatiques intérieures. Ces textes pourtant révèlent les principales caractéristiques de l'œuvre à venir. Chaque roman est une sorte de monologue dans lequel un individu singulier, solitaire, choisi, marqué par quelques fatalités inhérentes à sa constitution, sa sensibilité, son intelligence, cherche à saisir les rapports avec le monde et avec soi-même. Les poèmes d'Hermann Lauscher, les romantische Lieder, Peter Camenzind, Lornière, Gertrude, Rosshald, Knulp et En cours de route témoignent de cette première orientation. 3 recueils de nouvelles aussi participent de cette période. Le dernier été de Klingsor, L'enfance d'un magicien et Le poète chinois. Pour la plupart, les personnages de ces premiers romans, nouvelles et récits échouent dans leur quête d'une vie différente. Leurs thèmes communs, traités sous des angles divers, sont ceux de l'angoisse, du doute, de la création et de la sagesse, mais également de la mort et de l'inconscient. Ces romans et récits du désenchantement illustrent un profond divorce entre le rêve et la réalité. Leurs héros, réfractaires à l'esprit paysan ou boutiquier,
s'arrachent, parfois violemment, à l'ordre social et collectif. Ils ont un caractère tragique. Ce sont, dit Hess, des adversaires et ennemis mortels du possédant et du sédentaire qui les hait, les méprise et les craint, car il ne veut pas qu'on lui rappelle ce seul fait, le caractère transitoire de tout ce qui est, la flétrissure constante de toute vie, la mort glacée, impitoyable, qui remplit l'univers autour de nous. Hess recherche pourtant la force d'une éternelle jeunesse qui, jointe à l'enthousiasme et à la foi dans la vie, ne serait pas incompatible avec l'équilibre de la sagesse, de la maturité et de l'œuvre accomplie. On reconnaît déjà l'argument qui sera celui de son ultime chef-d'œuvre, le jeu des perles de verre. Hess cherche le pays perdu. Le trouver, c'est se trouver soi-même. Cela ne sera pas sans affronter une terrible introspection psychique et une remise en cause de son esthétique et de ses succès initiaux. Rosshald, roman du déchirement dont le thème central est celui de l'incommunicabilité entre les êtres et plus précisément entre l'artiste et son environnement, annonce la rupture existentielle qui va infléchir la vie et l'œuvre de Hess. Il affronte une double crise, familiale et sociale, qui réveille en lui les vieux démons et l'entraîne à l'effondrement dépressif de 1916. Au moment de la Grande Guerre, Hess, contrairement aux prises de position nationalistes de la plupart des intellectuels allemands de son époque, refuse cette violence et s'engage dans la voie du pacifisme. Cela ne lui sera pas pardonné, sa carrière littéraire en Allemagne est brisée au moment même où son foyer familial s'est déchiré. C'est grâce à une psychanalyse auprès du docteur Lang, un disciple de Jung, puis de Carl Gustav Jung lui-même, que Hess, qui s'est établi en Suisse et s'y est fait naturaliser, parvient à jeter les bases d'un art original. Cette expérience de la psychanalyse, consécutive à la dépression causée par la mort de son père, la maladie de son épouse et celle de son fils, sera déterminante sur la teneur des romans qui vont suivre. On perçoit dans les œuvres d'après 1916 un mûrissement et un approfondissement des thèmes qu'il avait déjà esquissés. Le roman de formation ou d'apprentissage ou d'éducation qui va caractériser ces œuvres de la maturité est né en Allemagne au XVIIe siècle. Il possède un caractère initiatique. Au centre du récit, il y a souvent le cheminement d'un héros, souvent jeune, qui, en 3 étapes, les années de jeunesse, les années d'apprentissage et les années de maîtrise, atteint progressivement l'idéal de l'homme accompli et cultivé en faisant l'expérience des grands événements de l'existence, la mort, l'amour, la haine, l'altérité. Si le genre est illustré en premier par Christoph Martin Wieland avec son roman Die Geschichte des Agathon, puis par Karl Philipp Moritz qui propose avec son autobiographie Anton Reiser un exemple d'évolution ratée qui en fait une sorte de roman de formation négatif que l'on retrouvera plus tard dans Henri le Vert de Gottfried Keller et dans Nachtsommer d'Adalbert Stifter. Le modèle classique du Bildungsroman nous est fourni par Goethe avec les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Dérivé de l'Antiquité, le concept de formation signifie depuis les Lumières et l'époque du Sturm und Drang l'évolution d'un individu libéré des normes culturelles et sociales vers un état positif et supérieur. Le concept concerne aussi bien l'éducation de l'entendement que celle du caractère national. Une autre caractéristique du concept historique de Bildung est l'assimilation d'influences extérieures et l'épanouissement de prédispositions personnelles. La formation, par ailleurs, n'est pas seulement au cœur du roman, elle est également destinée au lecteur.
Dans certains romans de la maturité, chez S, le héros affronte l'adversité du monde environnant. Il subit des événements traumatiques qui lui sont imposés. Dans d'autres cas, le héros provoque lui-même cet affrontement, soit volontairement, soit sous l'influence d'un tiers qui le pousse à agir de la sorte. Le premier cas de figure est celui du personnage de Veragut dans Rosald. Le second exemple est celui du personnage de Demian qui incite Émile Sinclair, son jeune condisciple, à se révolter pour pouvoir se trouver. Comme l'indique le personnage d'Hermine, l'initiatrice de Harry dans Le Loup des Steppes, notre âme n'est pas une réalité univoque, mais une association continuelle de désir et d'angoisse, d'agir et de non-agir, de fragments d'un miroir aux reflets infiniment multipliés. Dans ce roman majeur, S procède à une entreprise de dislocation des évidences, du cadre de la réalité, comme ont pu le faire avant lui, ou en même temps que lui, les peintres cubistes, mais aussi les musiciens sériels ou un James Joyce. Pour Hermann Hesse, l'art auquel est soumis tout être vivant et conscient est de jouer sur cette mouvance, de la complexifier, de l'enrichir, et non pas de l'appauvrir en suivant des principes réducteurs ou mutilants. Dans Siddhartha, écrit en 1922, Hesse livre des clés sur sa philosophie existentielle et spirituelle, qu'il exprimera aussi plus tard dans un volume d'essais consacré à la musique, à travers la métaphore des deux lignes de la mélodie de la vie. Siddhartha est un conte orientalisant où l'accent est mis sur l'accomplissement de son daimon. C'est ce qu'éprouve Govinda, le jeune disciple de Siddhartha, lorsqu'il reçoit l'illumination, que samsara et nirvana ne sont pas opposés, mais les deux lignes conductrices d'une énergie supérieure, celle de la perfection divine, incarnée dans le vocable hindou Om. Cette vision s'accompagne de phénomènes de distorsion et d'hallucination visuelle. Je cite: « Le visage de son ami Siddhartha disparut à ses regards, mais à sa place, il vit d'autres visages, une multitude de visages, des centaines, des milliers. Ils passaient comme les ondes d'un fleuve, s'évanouissaient, réapparaissaient tous en même temps, se modifiaient, se renouvelaient sans cesse, et tous ces visages étaient pourtant Siddhartha. » Ce sont des signes physiques qui traduisent une irruption du démonique au sein du psychisme de Govinda. Dans son célèbre Loup des Steppes de 1927, un roman de facture expressionniste, deux thèses sont évoquées en parallèle tout au long du récit. La première soutient que l'homme n'est pas loup et homme, instinct et esprit séparés, contrairement à ce qu'affirme la rigide pensée piétiste. Il faut, dit Hesse, démasquer cette duplicité simpliste en abordant la complexité de son monde intérieur. La seconde parle de la tentative désespérée pour ressaisir le monde à partir de ce chaos engendré par la déconstruction des principes de séparation de l'âme humaine entre le bien et le mal, le corps et l'esprit, la nature et la culture. Narcisse et Goldmund racontent une histoire dont le thème central est celui de la relation mythique et des rapports secrets entre l'art et la religion, ici entendu au sens non dogmatique, même si le cadre spatio-temporel de l'action fait référence au christianisme du Moyen-Âge. Art et sentiments religieux sont pour Hesse les deux faces d'une fondamentale unité. Le voyage en Orient traite, lui, de la quête de l'unité à travers la diversité des individus et des croyances, quête symbolisée dans ce récit par la marche des pèlerins d'un ordre constitué en dehors des organisations et d'un credo connu. On perçoit déjà là une prédisposition fantasmatique chez Hesse pour une forme de communauté monastique composée de sages et de savants, d'artistes et de pédagogues, qu'il mettra en scène de manière magistrale dans son ultime opus,
Das Glasperlenspiel, le jeu des perles de verre. Ce dernier roman prouve qu'Hermann Hesse, au terme de son œuvre, semble avoir réussi la synthèse qu'il poursuivait dans son cheminement psychique, artistique et spirituel. Il y décrit un jeu imaginaire qui réalise la synthèse de toutes les formes artistiques et de toutes les disciplines et sciences spirituelles, de toutes les connaissances humaines. Ce jeu est l'illustration de l'accomplissement harmonieux et syncrétique des divers aspects de la culture au sein d'une province idéale nommée Castalie, en référence à la légende antique. C'est l'accomplissement dans l'opus magnum de Hesse de cette métaphore de la liquidité dont nous parlions au début de cette étude, et je vous renvoie à la signification de ce concept de fontaine de Castalie lié à la Pythie de Delphes. Une métaphore de la liquidité qui est aussi présente dans la philosophie hindouiste, comme en témoigne la vision de Govinda que je viens de vous lire. Mais une fois encore, le romancier allemand y pose le problème de toute culture qui serait un but en soi. Toute culture, dit-il, doit être dépassée car elle n'est pas un aboutissement mais un instrument d'éveil. Le double mouvement autour duquel s'articule ce grand roman, dont le point central est la lettre du magister Ludi aux autorités pédagogiques de Castalie, souligne effectivement l'ambiguïté d'un tel projet. Le grand maître de l'ordre, Joseph Knecht, dont le nom en allemand signifie serviteur ou valet, comme le traduit Martin dans l'édition française, prend ses distances avec l'institution. Fut-elle l'aboutissement d'un long processus et le chef-d'œuvre d'une civilisation? En ce sens, cette œuvre ultime est une sorte d'anti-Bildungsroman. Hesse s'y oppose à ce grand courant traditionnel de la pensée allemande, issu de l'évolutionnisme optimiste de Leibniz, qui se prolonge par les philosophies de l'histoire de Herder, de Hegel et de Marx, pour aboutir à la théorie nietzschéenne des surhommes et aux interprétations erronées qu'en donnèrent les pangermanistes et le racisme. C'est à ce dynamisme, pour lequel l'individu est une étape plutôt qu'une fin, que Goethe s'apprêtait à sacrifier sur le tard dans sa propre province pédagogique. Hesse, qui voit dans le temps un leurre du karma, est hostile à ces spéculations sur le devenir. Il soutient, avec Novalis et Hölderlin par ailleurs, que l'artiste, même et peut-être surtout dans les temps de détresse, a une mission à remplir. Son art est le témoin des conflits de l'âme moderne dont il perçoit le drame, fait d'une position précaire entre une technique mise au service d'intérêts monstrueux et le désespoir engendré par la disparition de toute transcendance. Face au triomphe du machinisme, Hesse oppose le sentiment poétique d'une participation au monde, une spiritualité et une intellectualité authentiques, reposant au moins autant sur la raison que sur l'intuition qui est à l'œuvre dans la méditation, la contemplation, la mystique ou l'art. Il y a chez Hermann Hesse, rétif à tout dogmatisme, un attrait certain pour le monisme. Dans l'Antiquité grecque, Héraclite et surtout Parménide en exprimaient déjà certains traits. Spinoza définira le premier développement moderne du monisme. Il identifie en effet la nature à une unique substance produisant tout ce qui peut exister. Il établit un déterminisme strict qui exclut l'ensemble des oppositions présentes dans la métaphysique classique héritée de l'Antiquité. Cause formelle et cause efficiente, forme et matière, esprit et corps. La question de l'interaction entre l'âme et le corps, qui avait émergé dans la philosophie cartésienne, cesse également d'être pertinente. C'est en Allemagne que le monismus, terme forgé par Christian Wolff en 1734 dans sa Psychologia Rationalis, voit le jour.
Le mot n'est apparu dans la langue française que dans le dernier quart du XIXe siècle. Il désigne alors un système rationaliste, il désigne alors un système philosophique naturaliste qui explique le monde en dehors de toute révélation divine par un principe unique, naturel et immanent. C'est peut-être dans la naturphilosophie de Friedrich Schelling que Hess puisera cette vision idéalisée qui se trouve au centre de sa propre pensée créatrice. Pour Schelling, tout est inclus au sein de la substance éternelle, l'absolu. Cet absolu se confond avec l'ensemble des forces de la nature, productives et réactives. Mais le problème de l'unité des contraires conduit Schelling à concevoir une autre philosophie qu'il nomme philosophie de l'identité. Celle-ci part de l'idée que tout ce qui est en soi un. Il y établit un principe d'identité absolue qui fonde l'unité des contraires. Il s'agit d'une sorte de préalable, désigné métaphoriquement sous le terme d'abîme, Ungrund, indifférent à l'égard des contradictions. Il n'y a donc rien en lui qui empêche la production diversifiée et différenciée du monde. À cette pensée héritée de la naturphilosophie allemande, Hess ajoute les principes de certaines philosophies orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme, tandis qu'il admire chez les grands mystiques chrétiens le sentiment aigu du tragique, de la souffrance et de l'amour rédempteur. Il n'est pas étonnant que Hess soit attiré par ces correspondances entre des pensées religieuses qu'il a bien connues depuis l'enfance, puisque ses parents, pasteurs protestants, furent missionnaires en Inde et que son grand-père maternel, Hermann Gundert, était un orientaliste extrêmement connu. Une influence de la pensée chinoise voisine aussi avec l'expérience de la musique chez Hermann Hesse. On sait combien Nietzsche faisait de celle-ci l'art absolu, au point que Zarathustra disait « Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde ». La musique est sans cesse présente dans l'œuvre du romancier. Son style lui-même repose sur une mélodie principale et une basse continue, animée complémentairement de multiples variations, qui créent l'unité de la composition narrative hessienne, comme, sur le plan spirituel, la coincidentia oppositorum d'un Nicolas de Cuse influence sa philosophie religieuse. La pensée taoïste, quant à elle, soutient que la réalité est fluctuation entre deux pôles. Hess était fasciné par cette dialectique. Dans la pensée chinoise, le yin et le yang, deux catégories complémentaires, sont utilisées dans l'analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Ce ne sont en rien des substances, ni des forces ou des énergies. Ce sont des étiquettes pour qualifier les composantes différentes d'une dualité qui sont à la fois opposées et complémentaires. Le yin et le yang n'existent pas en eux-mêmes, ni hors d'une relation les liant. Dans son journal 1900, le romancier expliquait sa notion de la pensée religieuse, qui comprenait à la fois un art poétique et un art de vivre. Je cite, « Ma religion n'est pas une simple superstition. Il vaut bien la peine de considérer toutes les réalités corporelles et spirituelles uniquement dans leur rapport avec la beauté. Cette religion peut conduire à une élévation de l'âme qui ne le cède en rien à celle des martyrs et des saints. La présence de la beauté nous fait découvrir en nous le même péché originel, la même chute et la même régénération que dans la vie du chrétien, ainsi que le même sentiment de misère alternant avec des moments de béatitude. » La pensée syncrétique de Hess trouve un accomplissement critique dans son dernier grand roman, Le jeu des perles de verre. Dans cet ultime chef-d'œuvre, Hess a mis en exergue le problème de l'idéal en soi. Le jeu représente un sommet indépassable de la culture. Il est l'incarnation de la perfection. Mais ne créant plus,
Rejouant sans cesse ce qui fut créé, le jeu, en tant qu'esprit de la Castalie, est une forme de culture devenue stérile. L'esprit s'y pense lui-même, et si l'on y réalise l'alchimie des grandes œuvres du passé, on n'en crée pas de nouvelles. Valais, malgré sa foi dans les valeurs de la Castalie, sait que cette province idéale et son jeu disparaîtront un jour. Une dimension plus politique aussi justifie la décision de quitter ses fonctions de magister ludi. Joseph Valais s'en explique dans sa lettre aux autorités de Castalie. Je quitte le domaine de l'histoire et ma conclusion, son application au présent et à nous-mêmes est celle-ci. Notre système et notre ordre ont dépassé le point culminant d'épanouissement et de bonheur que le jeu énigmatique du destin de ce monde permet parfois aux beaux et aux désirables d'atteindre. Nous sommes sur le déclin. Il se prolongera peut-être encore très longtemps, mais en tout cas, il ne peut plus nous être réservé rien de plus grand, de plus beau et de plus désirable que ce que nous avons déjà possédé. Nous descendons la pente. Historiquement, nous sommes, je crois, mûrs pour la régression, et elle surviendra sans aucun doute. Nous approchons d'une époque critique. Partout, on en sent les prémices. Le monde s'apprête une fois de plus à déplacer son centre de gravité. Il se prépare des changements de pouvoir, ils ne s'effectueront pas sans guerre, ni sans violence, et ce n'est pas seulement une menace pour la paix, mais une menace pour la vie et la liberté. Dans l'œuvre de Hess, le jeu des perles de verre trouve dans le contexte troublé des années 30 un cadre de référence historique. Même si Hess a toujours proféré un pacifisme et une attitude apolitique, l'intellectuel qu'est Joseph Knecht ne se cache pas derrière la limite de la culture pour éviter de prendre parti. Il le fait cependant d'une manière particulière car Hess voit une nette distinction entre le rôle du poète et celui du politique. Le poète, dit-il, n'est ni supérieur ni inférieur au ministre, à l'ingénieur, au tribun. Il est parfaitement différent d'eux. Ce n'est pas le lieu ici d'énumérer et d'expliquer les tâches et les fonctions du poète considéré comme un instrument particulier de l'humanité. C'est peut-être une sorte de nerf dans le corps de l'humanité, un organe fait pour réagir à des appels et à des besoins délicats, un organe fait pour éveiller, pour mettre en garde, pour rendre attentif. Mais ce n'est pas un organe destiné à rédiger des affiches et à les placarder. Il n'est pas apte à haranguer les foules au marché, car sa force ne réside justement pas dans une voix forte. Cela, Hitler peut le faire bien mieux. Durant cette période historique, ce n'est pas seulement l'avenir de la culture qui est en jeu, mais celui de la civilisation. Joseph Valais choisit donc de quitter ses fonctions prestigieuses pour retourner dans le monde, et son engagement sera celui d'un humble pédagogue. Il portera sur l'éducation de la jeunesse dans un moment de l'histoire où celle-ci risque à nouveau d'être enrégimentée. De 1933 à 1943, Hess constate qu'il n'y a plus aucune échappatoire. Je cite. Cet armement, dit le magister ludi aux autorités de Castalie, va peut-être précisément redevenir sous peu l'impératif suprême. Au Parlement, ce seront de nouveau les généraux qui domineront, et quand le peuple aura à choisir entre sacrifier Castalie et s'exposer aux dangers de la guerre et de l'effondrement, nous savons comment ils voteront. À ce moment-là, une idéologie belliciste sera aussi à la mode, sans aucun doute. Elle s'emparera en particulier de la jeunesse. Ce sera une philosophie à coup de slogan, d'après laquelle les hommes de science et le savoir, le latin et les mathématiques, la culture et le culte de l'esprit n'auront plus le droit d'exister
que dans la mesure où ils pourront servir les objectifs de la guerre. Hermann Hesse n'a pas opposé le contenu de son roman Le loup des steppes, qui dénonçait les dangers de la politique politicienne et de la presse d'opinion, de la crédulité du citoyen et de la vanité de sa morale, de ses principes de vie bourgeois et des médiocres absolus qu'il s'était imposés, à la leçon du jeu des perles de verre. C'est simplement une évolution du rôle de l'artiste, de l'intellectuel, en fonction des contextes historiques et politiques donnés, que l'on peut lire dans le pendant de cette œuvre double. Dans la scène finale du jeu des perles de verre, celle de la noyade de Joseph Vallet, au moment où le soleil surgit au-dessus du lac de montagne, où le pédagogue va s'engloutir à bout de force, affleure le sentiment sacré et religieux du dépassement. L'Orient a toujours représenté chez Hesse un espace de rédemption et d'espoir. Dans cette image finale de la noyade du magistère Loudi, redevenu simple précepteur au moment où le soleil se lève à nouveau sur l'horizon, on discernera ce retour symbolique à l'enfance qu'amorce l'écrivain au point extrême de son expérience. En disparaissant, Joseph Vallet laisse à l'adolescent dont il avait la charge le défi de devenir à son tour un homme accompli. Et le soleil levant est le symbole d'un accomplissement, celui d'un destin qui sombre et celui d'un nouveau destin qui va éclore. J'en arrive à ma conclusion. L'œuvre d'Hermann Hesse, qui comporte aussi en parallèle avec ses romans, ses contes et ses nouvelles un certain nombre de poèmes, mais aussi de nombreux textes et des lettres où il exprime sa conception de la politique, de la morale, du rapport à l'art et à la culture, de la vie humaine et de la spiritualité. Et bien, dans ce domaine, il fait preuve d'une remarquable érudition et d'une grande vision dialectique. Il cherche à élucider le désespoir et à en prendre conscience, mais aussi à donner du sens à cette vie apparemment insensée et cruelle et à la rattacher à quelque chose de supratemporel et de suprapersonnel. La question du salut, corollaire de celle de l'identité et de celle du sens, est traitée chez Hesse d'une manière originale, dialectique et non dogmatique. L'hétérodoxie de Hesse se manifeste par certains textes où il affirme de manière idéaliste l'existence d'un royaume intemporel de l'esprit, étranger au tumulte de l'histoire temporelle, au sein duquel se retrouveraient les grands penseurs et les grands artistes. Ailleurs, et de façon plus originale, Hesse semble proposer une nouvelle conception de la guérison et du salut qui renverse celle que proposent les religions traditionnelles, même si elle les prend tout de même comme point de départ. S'il y a un salut, semble-t-il dire, il ne s'atteint pas par une vie d'ascèse et de contemplation, mais en s'enfonçant dans le monde, en vivant l'expérience la plus riche et la plus diverse possible, en partant à l'aventure. Et seul celui qui a pris des risques, qui a accepté de se tromper et de souffrir, peut espérer savoir un jour ce qu'est la sagesse. C'est que Dieu ne peut pas être compris comme le bien qui s'oppose à un mal, la loi qui prescrit à l'homme son devoir, le Père créateur. Il faut voir plutôt en lui, dit-il, la vie elle-même, la nature mère, définie comme une force qui tout à la fois crée et détruit, et au sein de laquelle les contraires apparents sont en fait solidaires. L'influence du vitalisme nietzschéen est ici très sensible, au moins autant que celle du panthéisme hindou, dont à la fin de sa vie, Hesse se sentait de plus en plus proche. Le cosmos est perçu comme une totalité organique et non comme une matière à dominer, mais plus que l'accession à un état d'équilibre intérieur que prônent les sagesses orientales, Hesse est, comme le prophétisait Nietzsche, l'homme du dépassement. L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il a de meilleur, disait Zarathustra, qui soutenait aussi que votre amour de la vie soit amour de votre espoir le plus haut et que votre espoir le plus haut soit la pensée la plus haute de la vie. Fin de citation.
L'art, la musique en tout premier lieu, mais aussi la peinture et la poésie, est pour Hermann Hesse la voie d'accès privilégiée à ce mouvement permanent, succession infinie d'instants de plénitude et de chute. Dans sa retraite de Montagnola, dans le Tessin, Hermann Hesse a-t-il trouvé finalement cette éternelle jeunesse de l'enthousiasme et de la foi qui remplissent de l'envie et du désir de retrouver un pays perdu sur lequel il fonde la recherche d'un accomplissement de l'homme? Nous lui sommes en tout cas redevables d'une initiation à la vie et à la connaissance à travers l'allégorie très fondamentale de son art romanesque.